Est-ce que toi aussi, dans ton domaine, tu es un véritable shoe dog? Un shoe dog, tu sais ce que c'est? C'est un fou de chaussures. Et en fait, Shoe Dog, c'est le titre du livre de Phil Knight, qui est autre que le créateur de la marque Nike, que tu dois peut-être connaître, et qui a été traduit en français par L'Art de la Victoire. Et bien, s'il y a bien une leçon que je tire de ce livre qui est absolument incroyable, je pense même que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, c'est que être un véritable shoe dog dans son métier permet littéralement de réaliser des miracles, de créer un empire comme Phil a pu le faire pour le compte de Nike, parce que non seulement lui était shoe dog, était fou de son domaine, mais en plus et surtout, il s'est entouré de véritables shoe dogs, c'est-à-dire d'un associé à peu près géotrouve-tout qui a permis de concevoir des brevets, d'innombrables brevets dans la réalisation des chaussures. Son premier commercial qui a été absolument incroyable, qui a fait preuve d'une énergie de dingue parce que le mec était un ancien coureur universitaire, était mais plus que passionné du produit. Un comptable de ouf déjà dans son métier, mais en plus un mec qui était sensible à cet environnement. Un avocat de dingue aussi, passionné par l'athlétisme, et enfin sa petite amie qui est devenue sa femme plus tard, qui n'était pas forcément ultra branchée athlétisme, mais qui est devenue et qui avait tellement de cœur pour son mari qu'elle a fait partie de l'équipe des débuts et elle a évidemment fait que le soutenir par la suite. Donc, pour reprendre ce livre incroyable de 650 pages, en fait, Phil Knight l'a sorti en 2016, il avait 82 ans à cette époque-là, et il a beau faire 650 pages, c'est tellement bien écrit parce que le mec a une vie de dingue, donc il n'y a pas une page qui est laissée au hasard, mais en plus et surtout, il est allé se remettre à Oxford dans un cours d'écriture. Il a rencontré un écrivain hyper connu, je ne pourrais pas te citer, désolé, mais non pas par confidentialité, est-ce que je ne m'en souviens pas. Et donc bref, il a énormément travaillé pour l'écrire. Et tu sais, c'est le genre de livre où tu rentres chez toi à 1h du mat un peu bourré, mais tu es capable de t'envoyer 30 pages, tellement le truc est bien ficelé, tellement ça enchaîne, c'est drôle, c'est avec du suspense, c'est vraiment sublime. Et donc s'il y a bien un message que j'ai envie de te transmettre, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, dans ton métier, tu es assez passionné par ce que tu fais, et surtout, est-ce que tu t'entoures de personnes assez passionnées? Parce que je vais te refaire la genèse rapidement. C'est que dans les années 60, l'ami Philou finit ses études. Il y a un peu de bruit, c'est la première vidéo que je fais, il va savoir pourquoi tout le monde se réveille et fait du bruit dans la rue. Hop, on va être tranquille. Et donc l'ami Philou, dans les années 60, à la fin de ses études, il a ce qu'il appelle une idée folle, qui est de faire le tour du monde. Et pour faire le tour du monde, il lui faut un peu d'argent, il n'a pas de thunes. Or, son père, qui est banquier, a un petit peu d'oseille. Vas-y qu'on m'appelle en même temps, et pas moyen d'être tranquille dans ce pays. Bref, il a donc cette idée folle de faire le tour du monde, et son père, qui est lui banquier, est très cartésien, très rangé. Et à l'époque, voyager dans les années 60, c'est réservé uniquement aux hippies. Les hippies. Or, le papa de Phil est tout sauf un hippie, tu l'auras compris. Et donc, il a deux idées: faire le tour du monde et se rendre au Japon pour commencer à sourcer les usines et éventuellement concevoir sa première chaussure. Donc il arrive à mettre un peu son ego de côté, à convaincre son père de lui filer de la thune pour faire son fameux voyage. Et son père lui donne même le contact de deux anciens GI qu'il connaissait, deux Américains maintenant situés au Japon. Et ces deux GI, lorsqu'il les rencontre au Japon, le mettent en contact avec un gars qui s'appelle Onitsuka, qui a une usine. Et lorsque Onitsuka lui dit: quel est le nom de ta société, Phil se remémore sa chambre dans laquelle il y a des médailles accrochées au mur avec les rubans bleus qui correspondent à la première place du podium. Et il répond à Onitsuka de manière un peu spontanée: Blue Ribbon, ma société s'appelle Blue Ribbon. Et bref, ils conviennent d'un prototype pour $50. $50, c'est vraiment une somme. Parce que pour te situer dans ces années-là, avec 1 franc à l'époque, tu pouvais t'acheter un paquet de cigarettes, tu pouvais aller au cinéma, et tu pouvais même boire un coup avec la monnaie qui te restait. Donc ça représente une somme. Donc il appelle son père qui lui fait un autre virement.
Et au final, il abrège un petit peu son voyage pour rentrer chez lui avec une beubare comme as et des cheveux jusque-là, parce qu'il a qu'une envie, c'est donner vie à ce projet, quoi. Et là où il va être très très malin, donc il ne reçoit pas le dit prototype en arrivant chez lui, il relance Onitsuka, il le reçoit, et là il va être très bon, ça va être pour s'entourer du premier shoe dog de la team, qui va être numéro 10 évidemment, j'espère que tu as la référence, ça va être un dénommé Bowerman. Bowerman, c'était son coach Phil était à l'université, coach d'athlète, et qui est un espèce de géotrouve-tout de la chaussure de running, c'est-à-dire que le mec, en dehors du coaching, passe son temps à optimiser au gramme près les pompes de ses coureurs pour les rendre plus légères et donc ses coureurs plus rapides. Et donc Phil va lui proposer un plan pour être associé à 50-50 et Bowerman va le mettre en contact avec son avocat. Phil n'avait jamais vraiment parlé à un avocat, donc évidemment il stressait un peu à l'idée de ce rendez-vous, mais finalement tout se passe hyper bien et les deux deviennent donc associés et c'est le premier excellent move de Phil Knight, c'est de s'associer à ce savant de l'époque qui a créé d'innombrables brevets pour les chaussures. Sachant que Nike partait vraiment très loin. Nike au départ était un outsider avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, un leader du marché. Il partait de beaucoup plus loin que Adidas par exemple qui était en tête du marché. Deuxième shoe dog dans l'environnement de Nike, ça va être un dénommé Johnson qui a été coureur universitaire, qui avait un métier de commercial, mais l'ami Johnson en fait, il avait rencontré une nana, il venait d'être papa, et il avait besoin de mettre un peu de beurre dans les épinards, et à ce moment-là, il rencontre Phil qui lui dit « Bah écoute, si tu veux devenir commercial de la marque, je te commissionne sur les ventes que tu fais. » Donc il part dans je sais plus quel état, et en fait, il se donne tellement, il est tellement passionné par ce métier, plutôt que par le métier alimentaire, mon cher, qu'il avait de base, que ses ventes, mais cartonnent et décollent, quoi, tu vois. Ou l'inverse, décollent et cartonnent. Et à l'époque, il est tellement enthousiaste qu'il envoie des lettres, il écrit des lettres manuscrites tous les jours à Phil pour débriefer un peu du produit, des réactions clients et tout. Et l'ami Phil, en fait, ne répond même pas à ce bâtard. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, il dit « Mais franchement, j'ai été très dur avec Johnson. » Mais heureusement, il était habité d'une espèce de passion qui fait que le gars a tenu. Et ça c'est beau. Donc, deuxième shoe dog dans la team. Le troisième, c'est un dénommé Woodell. En fait, c'est Bowerman, le coach, qui met Woodell en contact avec Phil. Et en fait, Woodell, c'est un mec qui était un champion d'athlétisme et le pauvre qui a eu un accident. Il s'est fait renverser, je ne sais plus, par une voiture, je crois. Et donc, il devient paraplégique. Il est dans un fauteuil roulant, dans une chaise roulante. Et Bowerman demande à Phil de rencontrer Woodell. Et de fil en aiguille, si je puis dire, Phil lui propose un contrat pour bosser pour lui. Et pareil, c'est un mec qui est tellement habité par la chaussure que il l'aide sur le développement de la marque. Et c'est donc le troisième shoe dog de la team. Sachant qu'en parallèle, la boîte monte progressivement, mais n'a jamais eu assez de trésorerie, je crois, les 15 premières années pour réellement payer les mecs qui bossaient. Et pour se dégager un vrai salaire, en fait, si tu veux, ils passaient des commandes, ils empruntaient de l'argent, admettons $20,000, qu'ils reversaient directement à l'usine de production. Et en fait, sur les ventes, ils couvraient ces emprunts mois après mois, mais ils dégageaient pas assez de trésorerie positive. Si tu veux, ils réinjectaient tout le temps leur argent, quoi. Donc ils étaient à flux tendu et les mecs n'ont pas pu se payer pendant 15 ans. Bref, l'ami Phil Knight avait un diplôme de comptable, donc il est devenu prof dans un premier temps à l'université en comptabilité, et c'est là où il a rencontré sa future femme Jenny, qui n'est pas une shoe dog, mais qui a une place très importante dans la société, dans la mesure où au début, en fait, à la fin du premier cours, elle est venue avec ses petits cahiers comme ça devant Phil, en lui disant voilà, je suis étudiante, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu n'aurais pas un job à me proposer? Il lui a dit écoute, tu ne seras pas beaucoup payé, mais si tu veux faire un peu de comptabilité pour nous, tu peux éventuellement toucher un petit arrangement à la fin du mois. Et de fil en aiguille, ce petit arrangement, alors non seulement Jenny bossait hyper bien, mais ce petit arrangement s'est transformé évidemment en une histoire d'amour, et les deux ont grandi et ont évolué main dans la main, et franchement c'est une superbe histoire. Je ne vous spoil pas tout au cas où vous lisiez le livre, et chose que je vous encourage vivement à faire. Autre
Shoe Dog qui est rentré dans la team, c'est qu'après avoir été prof à l'université, Phil a bossé dans une entreprise de comptabilité. Il a arrêté en fait son métier, enfin son activité de prof. Il est retourné full time dans l'entreprise, mais ça suffisait pas. Donc il a bossé à ce moment-là dans une entreprise de comptabilité. Et là, il a rencontré ce qu'il appelle le violoniste, le virtuose de la comptabilité, un dénommé Ace, qui est un comptable qui est aussi passionné des chaussures de running en dehors de ses lignes de calcul. Et si tu veux, à terme, au bout je crois d'un peu plus d'un an, il a débauché Ace pour l'inclure dans le projet Nike, dans le projet Blue Ribbon, donc à l'époque ça s'appelait comme ça. Et donc c'est le 4e Shoe Dog de la team. Le 5e et dernier pilier, ça va être un avocat. Je sais même plus comment ils se sont rencontrés, j'ai terminé le livre il y a un peu plus d'un mois. J'aurais dû faire la vidéo directe, désolé. Mais il s'appelle Strasser. Et Strasser, pareil, c'est un avocat, c'est un métier, on va dire, qui englobe l'activité autour d'une entreprise. Mais au-delà de ça, c'est un véritable shoe dog. C'est un passionné de la pompe, c'est un passionné de l'athlétisme. Et les mecs, le week-end, se rendent tous ensemble sur des meetings d'athlétisme. Lorsqu'ils organisent des séminaires, ils se sont renommés les Buck Faces, ça s'appelle les faces de cul. C'est très mignon, c'est à l'américaine. Mais c'est des gars, ils se foutent sur la gueule, mais ils sont tous passionnés de chaussures. Et c'est ça qui les anime. Et je suis convaincu au fond de moi que c'est vraiment le fait que le cœur de ces donc Bowerman, Johnson, Woodell, Ace, Tracer et Phil Knight, de ces 6 mecs-là, le fait que leurs 6 cœurs soient autant mis en commun à une cause et une passion commune, qui est l'athlétisme et plus particulièrement la chaussure de running, le fait que leurs cœurs battent à l'unisson dans ce projet fait qu'ils ont produit une œuvre d'art. Ils ont monté tout simplement un empire. Et Dieu sait pourtant qu'ils ont fait face à des embûches. Par exemple, au bout de X années, je ne saurais plus exactement, leur succès les a rattrapés et l'État leur a demandé 25 millions de dollars de taxes à payer à force d'exporter en dehors du pays. Ils ont essayé ils ont collecté, ils ont fait, je sais pas, c'est la concurrence en fait qui voyait d'un mauvais œil l'essor de Nike, et ils ont calculé sur leur chiffre d'affaires et le nombre de paires exportées dans le monde entier, combien chaque paire, normalement tu payes des centimes lorsque tu exportes à l'étranger, et revenu au nombre de paires, ça revenait à 25 millions de dollars. Donc là, c'est tout simplement hors de question pour eux, et ils sont à 2 doigts de la faillite à ce moment-là. Ils négocient corps et âme, ils se battent comme des chiens, et c'est un exemple. Donc, pour la petite histoire, ils arrivent à baisser l'amende, mais ils payent quand même quasiment 10 millions de dollars d'amende, et ils s'endettent comme des oufs, mais c'est clairement le fait de croire au projet, de se battre pour cette fameuse cause commune, de mettre l'énergie nécessaire quand c'est dur, parce que t'aimes profondément ce que tu fais, t'es habité par ce que tu fais, et que tu vis pour ça au final. Et donc c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre, c'est: est-ce que tu es assez shoe dog dans ton domaine? Est-ce que tu es assez passionné par ce que tu fais? Moi, le premier, aujourd'hui, je me pose la question au quotidien et j'essaye de vraiment placer le curseur là où ça m'anime le plus, là où mon petit cœur s'emballe lorsque j'en parle. Et tu dois sentir que pour ce livre, en tout cas, je suis emballé. Et surtout, est-ce que tu t'entoures de personnes qui sont véritablement des shoe dogs dans leur domaine? Voilà. Le débat est ouvert, la question est posée, n'hésite pas à me répondre en dessous en commentaire. En tout cas, c'est un livre qui se dévore et je compte bien l'offrir à 2-3 personnes qui aiment lire et qui sauront le dévorer à sa juste valeur, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un bijou d'écriture, mais de message. Et à la toute fin, la fin est sublime. Je ne vous la lirai pas évidemment, mais bref, en quelques chiffres, il est expliqué pourquoi et comment Nike est arrivé là où il est arrivé. Et en fait, il y a des chiffres très troublants qui montrent des espèces de synchronicité dans la création de Nike et le nom Nike, comment il a été trouvé, la date où ça a été créé. Et bref, il y a des choses qui étaient un peu gravées dans l'univers, comme si le destin était déjà écrit pour Nike à l'époque. Enfin, vous verrez à la fin, la chute est assez troublante. On ouvre sur un autre débat
qui n'est pas celui principal de cette vidéo, mais en tout cas, l'image que j'avais de la marque, personnellement, je porte très très peu de Nike. J'étais à blog dessus quand j'avais 16 ans et que je jouais au tennis. Mais ensuite, il y a eu l'espèce de scandale où voilà, ils faisaient travailler des enfants à l'autre bout du monde. Scandale qui est un peu expliqué là-dedans. Et c'est un peu comme Rafael Nadal, j'étais pas très fan du joueur. Et après avoir lu son bouquin, finalement, j'ai compris qui était l'homme. J'ai compris quels étaient les piliers derrière Nike. Et aujourd'hui, je suis pas fan de la marque, mais je suis fan de la manière dont ça a été construit. Et même si demain, je ne crée pas un empire, j'ose toucher du bout de doigt le rêve de m'entourer de personnes aussi passionnées que ce qui m'anime moi. Voilà. Et en tout cas, si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne et à vous inscrire. Juste en dessous, je mets un lien dans la description où je vous enverrai les prochains résumés de livres sur lesquels j'appuierai à chaque fois sur un point qui m'a vraiment marqué. Ici, c'était les rencontres autour de Phil Knight. J'espère que cette expression vous restera. Êtes-vous un véritable shoe dog? Et si c'est le cas, eh ben, chapeau, tu as trouvé ta voie, on va dire que tu as trouvé ta vocation. Si ce n'est pas le cas, continue de chercher, continue de creuser. Mais en tout cas, ça m'intéresse de le savoir. Donc si tu vois cette vidéo, partage-moi dans les commentaires quel est le domaine dans lequel tu es un véritable shoe dog et quelles sont les personnes autour de toi qui sont également de véritables shoe dog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager aux gens que ça peut inspirer. Je vous dis à très bientôt. Ciao.